Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Planète Locale, votre rendez-vous le mercredi en partenariat avec Lyon Demain et avec Gérald Bouchon, comme chaque semaine. Bonsoir Gérald. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, c'est Laetitia Chalandon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Mâchons pas les mots, un média engagé dédié à l'alimentation. Vous allez nous le faire découvrir dans un instant. Laetitia Chalandon est donc avec nous cette semaine, fondatrice de Mâchons pas les mots, je le disais, un média engagé dédié à l'alimentation. Comment il est né ce média ? Ce média, il est né de l'envie de pouvoir transmettre quelque chose que je mettais en place depuis quelques années au sein d'un restaurant, qui était de l'éducation au goût. Tout simplement, de recevoir les convives et de leur permettre de comprendre l'assiette. D'abord, ce qui se passe quand on déguste quelque chose, pourquoi on n'aime pas certains aliments, pourquoi on va aller plutôt vers d'autres. Donc, découvrir un petit peu cette palette. Et ça a été un support pour parler de ce qui se passait dans les coulisses. Donc, le travail des cuisines, mais aussi le travail des producteurs derrière qui produisent notre alimentation. Ça a tellement bien marché sur place que je me suis dit, il va falloir ouvrir les portes, aller plus loin et imaginer un moyen de parler encore à plus de gens de ceux qui nous nourrissent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Mâchons pas les mots pour qu'on comprenne ? Alors, on a des rubriques qui sont culinaires et des rubriques qui sont plutôt engagées, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en avant des solutions de terrain, locales, de gens qui se préoccupent de nous nourrir vraiment durablement, mais qui sont confrontés souvent à des limites quand même. Soit ça part d'une indignation de se dire moi, je ne veux plus continuer mon métier de cette manière-là, ça ne me correspond pas, je vais chercher des solutions vraiment au niveau micro pour regarder comment trouver des ajustements. Et puis ça peut être aussi faire part simplement de difficultés aussi qui peuvent exister aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'enjeux sur l'alimentation. Et puis il y a une rubrique culinaire où là on explore les saveurs, les produits, la saisonnalité et on se plonge dans ce côté sensoriel, gustatif qui nous réunit autour de la table. Mais ces derniers mois et ces dernières années, on a cru comprendre qu'il y avait des clivages importants justement entre les agriculteurs et les mangeurs que nous sommes. Le mangeur, c'est le terme que vous employez tout le temps, je vois sur votre... J'aime bien le mot mangeur parce qu'on est tous des mangeurs. Donc a priori, ça nous concerne tous et toutes. La question du clivage, moi je pense qu'elle part plutôt peut-être d'une méconnaissance du métier, de la réalité aussi, de ce qui se passe dans les fermes. Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'était d'en parler. D'abord, de redonner de la dignité à ces métiers et peut-être aussi une envie d'aller vers ces métiers-là, de se dire, mais en fait, je n'imaginais pas, mais peut-être que j'ai une vocation cachée pour le métier de paysanne ou de transformateur. Parce qu'en fait, moi, ce que je remarque à chacune de mes visites, c'est que je suis face à des gens, des hommes et des femmes, qui doivent jongler avec un nombre de paramètres très importants, qui soient d'ordre climatique, d'ordre d'organisation, d'ordre administratif. L'agriculture, c'est savoir planifier, c'est savoir mettre en place, c'est savoir aussi renoncer quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est énormément de stress, c'est souvent contraindre le vivant et essayer quand même de faire avec lui. C'est beaucoup de paradoxes. Pour moi, je les vois vraiment comme des ingénieurs qui cherchent des solutions à une multitude de problèmes. Comment ils vous arrivez justement quand vous arrivez avec votre micro, votre caméra, votre stylo ? En général, ça se passe plutôt bien parce que, ayant travaillé dans la restauration avant, il y a aussi peut-être un peu la même langue. Ouais, il y a un langage, il y a peut-être un terreau commun, il y a une façon d'amener les choses. Et puis, moi, je suis vraiment là pour être dans de la curiosité, dans de l'échange. Ce qui m'importe, c'est de remettre du lien entre les gens. Ça, c'est vraiment le cœur de ma mission pour Mâchons pas les mots. Parce que, justement, au niveau de l'alimentation, on voit tout en silo aujourd'hui. On a été énormément coupé de ce qu'il y a dans notre assiette, de l'origine des produits. On ne sait plus vraiment comment est produite une carotte, d'où est-ce qu'elle provient, etc. Et l'agriculteur ne sait plus où va son produit non plus. Et il y a quelque chose de triste là-dedans parce qu'en fait, on donne son âme, on donne tout ce qu'on a pour produire notre alimentation et au final, ça disparaît. On capte même pas la valeur de ce qu'on a créé. Il y a quelque chose d'assez tragique, je trouve. Et donc l'idée, à travers ce média, c'était de montrer qu'en fait, ce drame-là qui se joue, il n'y a pas que ça. Il y a aussi autour de nous des gens qui essaient de mettre en place des solutions pour eux vivre plus dignement, trouver comment concilier toutes ces problématiques-là et qui ont envie de se remettre en lien. Et je pense que les mangeurs aussi ont envie de retrouver cette connexion avec le terroir, avec le territoire. Et ça façonne aussi nos espaces. Il y a 25% des Français qui ne mangent pas de légumes. Oui. Et vous vous êtes fait un défi
avec 1 minute pour aimer les légumes. Racontez-nous. On peut y arriver vraiment en 1 minute? On peut y arriver. Alors, donnez-moi un légume que vous détestez. On peut essayer de faire un test en 1 minute. Le chou-fleur? La betterave rouge? Ouais. Ah, parfait. Alors, le chou-fleur, ce qui va peut-être vous déranger, c'est le côté un peu de l'aspect soufré et l'odeur qui est vraiment très présente, clairement. Donc, ça va se passer au niveau nasal ici. Cette odeur-là, elle se retrouve quand on cuit le chou-fleur. Et donc, quand on a des réticences avec ce légume, peut-être qu'on peut l'aborder de manière crue. Ou peut-être même en pickles, à la façon des cornichons. Donc là, on va pouvoir pas mettre juste du vinaigre et avoir quelque chose d'acide qui va pas être très élégant, mais plutôt d'aller sur des épices. Donc on peut aller chercher du clou de girofle, on peut aller chercher du curry, on peut aller chercher de la coriandre aussi qui va bien trancher avec le chou-fleur. Et une association qui marche très bien, c'est la cacahuète. La cacahuète, généralement, elle va ramener de la rondeur, elle va ramener de la douceur, et ça va permettre peut-être d'aborder un petit peu différemment le chou-fleur, et puis surtout de le couper assez finement. Et de faire des petites lamelles, comme des lamelles de champignons. Peut-être que ce serait une autre manière de l'aborder. Et mes betteraves rouges? Et mes betteraves rouges, alors la betterave, peut-être qu'on peut s'imaginer des paysages un peu noir et blanc, le nord, la betterave sucrière, quelque chose qui nous ramène à la cantine, au néon de l'école, quelqu'un qui nous crie dessus, qui nous oblige à finir les betteraves qui dégoulinent dans la sauce industrielle, donc quelque chose qui ça passe pas. Donc c'est très terreux, c'est dur. Mais la betterave, elle vient de la Méditerranée, à la base. C'est une plante potagère, enfin c'est une plante sauvage qu'on retrouve encore sur des plages de Galets. Les Romains l'utilisaient beaucoup. Elle est très chargée en sucre. Et en fait, elle respire le soleil, finalement, parce que c'est là où elle s'épanouit. Et donc, on va pouvoir peut-être la cuisiner basse température, au four, simplement avec du gros sel, de la coriandre et du poivre. Et la déguster, comme ça, elle va concentrer tous ses arômes. C'est le sucre qui va reprendre le dessus parce que c'est lui qui va cuire, qui va enrober cette betterave. Et c'est peut-être un moyen de la déguster différemment. Convaincu ou pas? On est presque réconciliés là. C'est bon, vous allez. J'en profite parce qu'on parle des aliments, on est en pleine période de canicule, il fait très chaud, on est un peu perdu, on n'a pas trop envie de manger, il faut le dire, tous les jours c'est un peu compliqué. Vous nous donneriez quels conseils? Qu'est-ce qu'on met dans votre assiette en ce moment? Moi, en ce moment, alors c'est un classique, velouté de courgettes à la menthe, simplement pour pas non plus faire partir trop de choses en cuisson. On les ébouillante dans de l'eau chaude pendant 5 minutes, ça suffit. Après, on les sort, on les mixe. On met de la menthe et vous mettez au frigo. Et juste au moment de servir, vous pouvez rajouter un petit peu de crème si vous avez envie, mais c'est pas obligatoire. On sèle, on poivre et ça, c'est vraiment très frais. Ça va venir un petit peu nous désaltérer. C'est pas mal du tout. Un mot sur le livre que vous préparez, peut-être? Oui, alors il y a 1 an, j'ai accompagné Jérémy Camus dans sa transhumance autour de la métropole de Lyon. Avec un animal fort sympathique. Oui, avec Suzette, une ânesse, qui nous a accompagnés pendant notre voyage. On est parti à pied, on a pendant 9 jours, 120 km pour faire le tour de la métropole et surtout relier les fermes entre elles. Cette aventure, avant tout, elle est dédiée aux paysans et aux paysannes qui essaient de résister, de trouver des modèles qui soient vraiment robustes pour demain. Ça nous permet de parler de l'aménagement du territoire, de toutes les problématiques liées à l'environnement et de trouver des solutions et en même temps de partir en voyage et de redécouvrir notre territoire différemment. Et il sort bientôt? Il sort, on espère, 2026 et ce sera donc un roman illustré. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia Chalandon.